a un secteur associatif des représentants de locataires qui a une structuration particulière et qui a, ce que je disais au début, voilà, des formes d'institutionnalisation qui sont très présentes. Et donc là, je voudrais revenir très rapidement sur retracer un peu 4 grandes périodes dans l'histoire des assos de locataires. La première, c'est une période du début du XXe siècle, quand les assos de locataires émergent et sont souvent installés dans des actions directes, souvent médiatisées, qui essayent de forcer les politiques à répondre aux questions du logement ouvrier. Donc c'est des associations qui sont souvent anarchistes. La figure un peu connue de cette époque-là s'appelle Georges Cochon, qui a lancé l'Union syndicale des locataires ouvriers et qui voilà, réussit à avoir plusieurs victoires au début du siècle par rapport à ça, via justement des actions un peu directes. Ensuite, progressivement, en 1916, il va y avoir la création de l'Union confédérale des locataires, l'UCL, qui est en fait l'ancêtre de la CNL, qui est la première grande association de locataires, qui va rassembler plein de représentants de plusieurs fédérations et des petites associations locales de locataires pour essayer d'unir un peu un mouvement à l'échelle nationale. Et dans un premier temps, ces associations-là, elles sont de traditions idéologiques très différentes, anarcho-syndicalistes, socialistes, réformistes, et puis ceux qui créeront ensuite le Parti communiste. Pour le dire rapidement, dans l'entre-deux-guerres, progressivement les communistes vont prendre le pas, et d'une position de contre-pouvoir qui est un peu autonome des institutions, le mouvement des locataires va se rapprocher de certains pouvoirs locaux, en particulier des municipalités communistes de la banlieue rouge parisienne. Et l'association, elle va devenir progressivement, ce que je disais tout à l'heure, une organisation un peu satellitaire du Parti communiste. Et donc elle va recentrer à partir de cette époque-là son association sur la question du logement social. Après, dans l'immédiat après-guerre, il y a une réforme qui va être menée au niveau national par un ministre communiste, qui vise à l'entrée des associations de locataires dans les conseils d'administration. Donc l'entrée des assos de locataires dans les conseils d'administration des bailleurs, ça se fait une première fois dans l'après-guerre, dans les années 40. Et on voit, alors ça c'est assez intéressant, on peut revenir sur les débats de l'époque, parce qu'on voit en fait qu'au sein de la CNL, de ce qui est devenu la CNL, au début il y a une position où beaucoup de gens refusent en fait de rentrer dans les conseils d'administration en disant mais là on va jouer le jeu, on va co-gérer en fait les bailleurs sociaux avec eux, en plus c'est des bailleurs sociaux qui à ce moment-là augmentent les loyers, et en plus on est dans une position qui est ultra minoritaire au sein de ces conseils d'administration, ça nous permet de rien gagner, et donc au début la CNL refuse en fait en tout cas une partie de la CNL refuse de rentrer à l'intérieur de ces conseils d'administration. Finalement ça va être mis en place. Je vais passer un petit peu sur la troisième étape qui est un peu longue. Elle sera retirée en fait cette autorisation de siéger dans les bailleurs dans les années 60, et elle reviendra dans les années 80 avec l'arrivée du pouvoir de la gauche socialiste qui va élargir les capacités et les prérogatives en fait des associations de locataires et les faire revenir dans les conseils d'administration. Donc les premières élections sont organisées à ce moment-là, et donc les assos de locataires sont consultés un peu sur les grandes réformes liées au logement, et donc c'est là où on rentre dans un mouvement vraiment de reconnaissance institutionnelle des associations de locataires, et là où la conflictualité entre locataires et propriétaires était plutôt en dehors, elle vient se mettre vers plutôt une démocratie locative électorale. Ce moment de reconnaissance institutionnelle des associations, c'est aussi paradoxalement un moment où ces associations vont commencer à s'essouffler. Il va y avoir une crise de légitimité de ces assos de plus en plus. Elles vont s'inscrire dans les instances des bailleurs sociaux, mais donc ça va devenir des associations de plus en plus techniques, avec des débats qui sont un peu durs, qui se nouent dans les conseils d'administration, ce qui fait, pour les habitants qui sont à l'extérieur, les débats, des fois ils sont un peu opaques et on a du mal à saisir ce qui s'y fait. Et il va y avoir la construction d'une communauté en fait, de représentants qui se professionnalisent aussi, qui vont faire carrière dans ce rôle de représentant des locataires, et ce qui va favoriser aussi des compromis, des ententes avec les bailleurs, et avoir quelque chose de plus
intégrée et institutionnalisée. Voilà les aptitudes techniques qu'il faut pour être à l'intérieur, elles sont très, très pointues, très juridiques, et donc on a vraiment une coupure par rapport à ça. Et puis c'est aussi un moment où les quartiers de logements sociaux évoluent, mais les locataires, les représentants des locataires, pour de nombreuses associations, ça reste des figures pionnières un peu du quartier, souvent des personnes âgées, blanches, qui appartiennent aux couches moyennes ou aux fractions supérieures de la classe ouvrière, et donc qui ne sont pas vraiment en écho avec la population actuelle des quartiers populaires. Si cette loi a pu être mise en place, c'est parce qu'effectivement il y a eu cette petite histoire avec ce jeu d'acteurs entre le niveau national et le niveau local, entre Paris et Strasbourg, mais aussi parce que les associations de locataires et le tissu associatif des associations de locataires, à un moment donné, a pu permettre aussi de faire ça, et que cette loi de Philippe Bis, elle s'est fait quand même aussi, pas en lien, mais en accord en fait avec la plupart des grandes associations de locataires qui étaient au courant et qui en tout cas ne sont pas montés au créneau pour ça. Détail, mais il y a de plus en plus de tensions justement entre ces assos qui ne peuvent pas rentrer dans les conseils d'administration et donc qui essayent de jouer un rôle de contestation de l'extérieur mais qui ne sont pas entendus par les bailleurs, et la volonté de plus largement démocratiser le logement social. L'idée c'est de pouvoir, dans un premier temps, que les droits et les libertés des associations actuellement soient respectés. Donc on veut accès aux panneaux d'affichage, on veut accès à des salles de réunion, on veut faciliter les informations avec la population, réduire l'arbitraire des offices HLM, et donc voilà, mettre en place les droits qui sont déjà les droits actuels sur le papier, mais qui ne sont pas toujours respectés par les bailleurs sociaux. Et ensuite, un peu de manière, dans le prolongement des propositions qu'on avait fait, c'est de mettre en place un droit d'interpellation dans les HLM, avec une possibilité de saisir les bailleurs pour obliger à ce qu'il y ait des questions qui soient débattues, qui ne le sont pas aujourd'hui. Un droit de pétition qui serait graduel en fonction du nombre de pétitions et du nombre de signatures qu'on arrive à rassembler là-dessus. Et ensuite, grande volonté de réforme, c'est la question du référendum d'initiative citoyenne, que ça puisse être mis en place aussi dans le secteur HLM. Et puis plus largement, c'est de dire, si on transforme la démocratie peut-être d'interpellation, ou les outils de la démocratie d'interpellation dans le logement social, il faut aussi remettre à plat la démocratie représentative, et donc examiner la composition des conseils d'administration. C'est pas normal que les locataires soient aussi sous-représentés à l'intérieur de ces conseils d'administration. Et là, dans les interviews qui venaient, les gens me disaient, en fait, on est tellement en minorité que, de un, on ne peut pas faire passer nos choses à nous, mais de deux, on n'est même pas en capacité de nouer des alliances avec d'autres personnes à l'intérieur du conseil d'administration pour essayer de faire avancer des choses. Donc là, on participe à quelque chose sur lequel on n'a pas du tout la main. Et donc, transformer la démocratie d'interpellation, délimiter les règles du jeu de la démocratie d'interpellation dans le secteur HLM, mais aussi revoir toute la démocratie représentative et électorale pour permettre aux locataires d'avoir une plus grande voix au chapitre sur les décisions de leur bailleur. Je me présente pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Django Traoré, habitante du quartier Franc-Moisin. Je suis membre du conseil citoyen, collectif Franc-Moisin, et je suis administratrice chez le DAL, que j'ai été élue il y a peu de temps, et en même temps je suis militante engagée et je travaille, et je suis maman, et la totale quoi, maman, mariée, j'ai la totale. Donc tout ça à Saint-Denis, tout ça au Franc-Moisin. Donc nous, le collectif Franc-Moisin et le conseil citoyen, comme vous savez, c'était en 2015 que ça nous est tombé dessus. C'est un plan en rue. Un plan en rue qui a fait qu'on est tous devenus militants du logement et du cadre de vie malgré nous. C'est à partir de là qu'on s'est tous intéressés au parc HLM et aux grosses fédérations de locataires telles que le DAL, CNL, AFOC et toute association qui a pu nous aider, telle que au niveau de la rénovation urbaine, on a eu beaucoup d'aide, d'appui qui nous a
aider, aiguiller et surtout outiller. Et on s'est très vite rendu compte qu'en tant que collectif, même si on est un collectif assez puissant, hein, on peut dire sur le terrain, parce qu'on arrive à faire quand même, on a réussi à faire pas mal de choses avec appui et à se faire respecter aussi au niveau de la municipalité. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait les associations, les grosses fédérations de locataires qui nous faisaient comprendre qu'on ne peut pas être un collectif, qu'on devait être affilié à une grosse fédération de locataires. En gros, qu'on était pas des sous-hommes, mais on nous a fait comprendre qu'on n'était pas libre, qu'on n'était pas représentant en fait. On n'était pas représentant. Puis pour être représenté, il faut aller être affilié et être sur une liste. Et voilà l'étape des votes et être élu. Donc nous en 2022, donc je me suis mise avec Pascal, deux membres du collectif, sur la liste du DAL et puis on a quand même bien explosé les chiffres, hein, quand même. Bizarrement, c'est bizarre, hein, on est des sous-hommes, mais on a explosé les chiffres. Il y a eu 2 sièges. C'était du jamais vu pour eux, 2 sièges et avec un très bon pourcentage en hausse. Je crois qu'il y a eu 10 points en plus ou 12 points en plus et c'était vraiment un très bon score. Donc à partir de là, il y a eu une bataille qui s'est menée sur le cadre de vie, qui est la hausse des loyers. Et ça, encore une fois, la hausse des loyers et des charges, seuls les habitants peuvent vraiment savoir quand il y a une hausse de loyer. Et en amont, il y a énormément de personnes qui sont en prélèvement automatique. Donc ceux qui sont en prélèvement automatique, c'est eux qui ont alerté en premier qu'il y a eu un problème sur les loyers. Donc à partir de là, nous on s'est mis en réseau, on a commencé à faire des manifestations et appeler chaque ville. Attends, est-ce que ton loyer a augmenté? Est-ce que tes charges ont augmenté? À partir de là, c'est rien de grave. Nous, on est des citoyens comme d'habitude, on demande de l'aide un petit peu à gauche, à droite, un petit peu de l'aide aussi du député. Et à partir de là, quand on a fait l'appel national des locataires, tout s'est corsé. Tout s'est corsé. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Traîner, insulter, bafouer, humilier. On n'avait pas le droit. Mais vraiment pas le droit de le faire en tant que collectif. C'était les grosses fédérations de locataires qui avaient leur mot à dire, mais nous en tant qu'habitants lambda qui habitent dans un quartier, dans un HLM, sans ascenseur, avec tous les nuisibles et qui payons un loyer, on n'avait pas le droit de s'exprimer sur cette cause-là. Quand tu dis attaquer, du coup, c'est par certaines des fédérations. Ah oui, par certaines des fédérations qui nous ont fait comprendre que c'était eux qui devaient mener ce combat-là et pas à nous, en tant que collectif simple, de mener ce combat-là. Et c'est parti loin, hein, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, j'en dormais plus la nuit même. Parce que c'était vraiment des... non, vous n'avez pas votre mot à dire, vous devez passer par une fédération de logement, vous n'avez pas à le faire. Et même quand on faisait une manifestation, ces grosses fédérations de logements venaient avec leurs ballons, leurs mégaphones et compagnie, donc venaient écraser les collectifs de locataires qui étaient là en disant que allez derrière, nous on est devant, on connaît les choses, vous allez derrière. Donc attendez, vous connaissez les choses, mais c'est nous qui avons alerté qu'il y avait un problème sur les loyers et sur les charges. Et c'est nous qui ramenons le monde parce qu'on arrive à fédérer et on arrive à faire du lien. Parce que nous habitons ces quartiers-là et on sait ce qu'on veut pour nous. Mais une fois qu'on arrive, où on passe l'étape où non, on sait ce qu'on dit, on veut parler de ça, eh bien là, il n'y a plus de possibilité. Donc il y a une forme de plafond de verre. Le plafond de verre que nous, en tant qu'habitants, eh ben, on ne peut pas le péter parce qu'entre ce plafond de verre-là, eh ben, il y a ces grosses fédérations de locataires qui te font comprendre rapidement, reste à ta place. Tu n'as pas ton mot à dire. Et là, on a vite compris que il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est pour ça que je viens avec cette expérience-là qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment choqué en me disant que non, c'est pas possible, quoi. Donc il y a encore des problèmes de hiérarchisation dans les représentants de locataires.
Et en plus de ça, quand tu les écoutes pas, ils t'incriminent. Hein. Ils disent que c'est toi qui es mauvaise, c'est toi qui es le criminel, c'est toi qui es méchant, parce que tu nous as pas écoutés. Moi, je suis administratrice d'AL, même au sein du conseil d'administration. Pareil, comme tu viens de dire, Antonio, on est 5. On est 5 face à combien d'élus? Il y a 30 élus en face de nous, il y a 5 administrateurs. Déjà, rien que ça, il n'y a pas de démocratie. Parce que tu dis une chose, tu as 3 élus qui tombent dessus. Tu as l'autre qui dit une chose, tu as 6 élus qui tombent dessus. Là, déjà, rien que là, il n'y a pas d'égalité, pas de démocratie. Donc, rien que pour ça, il faudra peut-être augmenter. Eux, ils sont 30, eh ben, nous, on va être 30. Voilà, eux, ils sont 30, nous, on va être 30. Eh ben, c'est l'égalité. Et en plus, ce qui est encore plus choquant, ce que tu viens de dire encore, Antonio, c'est qu'on ne peut même pas faire d'alliance entre nous. Parce que, ben, ils sont comme pas. Le problème, c'est de ne pas pouvoir se présenter pour représenter aux élections et d'avoir ces associations qui ne nous représentent pas, qui sont, pour moi, ce sont des associations qui sont mortes. À chaque élection, eh ben, nous, on ne vote pas parce qu'on reçoit les courriers ou boîtes aux lettres, mais on ne va pas voter. Deuxièmement, ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à se défendre correctement face aux bailleurs. On a des logements qui sont vétustes, qui sont pourris, l'entretien n'est pas fait, il n'y a pas d'isolation, il faut attendre 10 minutes pour que l'eau chaude elle arrive, alors qu'on a la chaudière à 50 cm du robinet. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un agrément pour représenter les locataires, pouvoir siéger, qu'il y ait la transparence sur l'attribution des logements, qu'il n'y ait plus de discrimination et que les logements ne soient pas donnés. Enfin, c'est l'histoire de clientélisme, quoi. Toi, tu as déjà participé à des élections de locataires en fait par le passé ou pas? On m'avait demandé aux avant-dernières, c'était le DAL qui m'avait demandé de créer une liste, mais j'avais pas trop le temps parce que j'étais beaucoup en déplacement avec Passe à nous. Mais j'ai quand même soutenu une copine qui était avec un ami aussi. Donc ils ont été élus. Et elle, c'est le DAL sur Colomiers Habitat. Colomiers Habitat qui est devenu Altéal parce que la mairie a 51% de ses logements sociaux. Et c'est une, je pense, des rares qui siégeait à l'attribution des attributions. Et elle a bien fait son taf parce qu'elle a beaucoup relogé ou relogé des gens, des familles. Toi, Ramissa aussi, tu disais rentrer dans les conseils d'administration pour, c'était quoi aussi les objectifs de rentrer à l'intérieur? Quel était ce qui... Ben, quand tu vois, quand tu mets 20 ans, que tu déposes des dossiers, bon, des demandes de logement, bon, tu renouvelles, à un moment, tu lâches, tu dis, bon, j'en aurai jamais, et puis tu recommences. Tu as déposé au moins 15 demandes sur 20 ans, on ne te propose jamais rien du tout. Tu te demandes pourquoi. C'est toujours, on sait que c'est de la discrimination, on le sait. Mais on n'a pas de preuves, sauf des enregistrements qui ont eu lieu à Toulouse sur Toulouse Métropole Habitat. Je ne sais pas où c'est que ça en est, cette histoire-là, du coup. Et puis, le clientélisme. Enfin, il y a des personnes qui sont au sein de certains bailleurs qui demandent des dessous de table pour avoir un logement. Et ça ne devrait pas exister. Donc la passerelle, c'est une passerelle, c'est un pont tournant qui relie le quartier franc-moisin au Stade de France. Et ce pont tournant-là est tombé en panne pendant, là on doit être dans notre 6e ou 7e année. En fait, la pièce qui s'est cassée, chaque mois on nous disait que la pièce est en Australie, un coup en Ukraine, un coup en Chine. Donc elle était vraiment très très loin. Mais le problème qui se posait, c'est que la moitié des enfants du quartier franc-moisin allaient à l'école au Stade de France, derrière la passerelle, en sachant qu'il n'y a pas de trappe pour les poussettes. Il n'y a qu'une trappe pour les vélos. C'est vraiment il y a un pont, mais le pont, les poussettes, ils ne peuvent pas. En fait, il faut porter les poussettes, il faut porter les caddies. C'est une catastrophe. Donc, il a fallu qu'on fasse une manif, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont cassées la jambe avec cette passerelle à 99 marches. Après, on a fait une deuxième manif où vraiment on a interpellé le maire en disant « Écoutez, vous allez nous faire un pont et vous allez le mettre dans l'enveloppe des JO. » C'est là que je viens de penser. Je me rappelle de ce jour-là. On a interpellé le maire avec notre élu de quartier en disant « Il y a l'enveloppe des JO, vous allez le mettre le pont, on veut un pont tout neuf. » Et c'est à partir de là qu'ils ont récupéré parce que le pont tournant n'était même pas dans le plan en rue. Hein. C'est ça le pire, c'est que le pont tournant n'était pas du tout dans... Ils l'ont carrément
oublié, on était obligé de faire une manif pour dire mais attendez, il faut vraiment que vous preniez ce pont, vous le mettez soit dans l'enveloppe des JO ou soit dans l'enveloppe de l'ANRU. Et ça, il a été mis dans l'enveloppe des JO. Mais ça, ce mouvement cette contestation-là, elle est venue des habitants. C'était gagné. Hein. Elle est venue vraiment des habitants. Et puis je reviens aussi sur les référendums initiatives aussi. Ça, il faudra que je revienne dessus aussi. Ça a été testé avec appui. Donc en fait, nous, on a un grand plan de rénovation urbaine sur le quartier. Il y a un bâtiment qui vit très très bien, c'est le bâtiment 13. C'est 2 halls d'immeubles qui vit très très bien et personne ne voulait bouger de là-bas. Donc à partir du moment avec appui, on s'est tous mis autour de la table, on nous a dit oui voilà, il y a une possibilité de faire un référendum initiative, un référendum citoyen. Et puis nous on s'est dit bah on va tenter. Donc on vote pour les élections, on vote pour les municipales, pour les présidentielles, on vote pour tout. Donc à partir de là, on a fait des votes. Soit l'immeuble reste tel quel, soit destruction de 1 étage ou soit de 3 étages. Donc ce jour-là, on a été vraiment étonnés, mais vraiment étonnés, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu d'abstention. Tout le monde est venu voter ce jour-là. Même ceux qui avaient dépassé l'horaire, ils ont tous couru pour venir voter. Et lors du dépouillement, parce que nous on a invité la ville, pleine commune et même l'architecte. L'architecte, nous on voulait qu'elle soit présente. Et lors du dépouillement, bah, c'était unanime que le bâtiment il reste tel quel. Donc ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est la décision des locataires. Donc le bâtiment il est resté tel quel, il n'a pas bougé. Mais 1 an après, ils ont mis une clause de revoyure. Et la municipalité a changé. Et la municipalité a changé. Et eux, ils ne nous écoutent plus. C'est ça quand les gens votent n'importe quoi. Comment? C'est quand les gens votent n'importe quoi. Voilà, les gens ils ont voté n'importe quoi, donc ils ont voté quelqu'un qui ne nous écoute pas. Mais il y a de fortes possibilités avec un référendum et des mouvements citoyens. Alors, on a l'impression qu'avec la loi en fait, dont tu parles, et ce que tu as présenté là tout à l'heure, la loi de 2017, c'est comme si, et tu le dis, hein, comme si d'un coup il y avait eu ce modèle, alors tu l'appelles oligopolistique, de représentation des locataires qui serait apparu, mais en fait, et ça c'est ce que j'ai montré dans mes travaux de thèse, ça existait déjà. Donc ça vient le renforcer, mais de fait, enfin, les associations indépendantes, elles étaient quand même déjà ultra minoritaires, c'est déjà hyper dur de se faire une place. Et puis une fois qu'elles prenaient une place, quand elles se retrouvaient dans les conseils d'administration, vu qu'elles n'avaient pas toute la méga structure des fédérations derrière, pour les former, pour apporter des, enfin je sais pas, des notes de veille, enfin comme dans les syndicats en fait, hein, et ben de toute façon elles se retrouvaient encore plus isolées quoi. Donc je pense que la loi, certes, elle change des choses, elle enlève la possibilité que, comme pour la liste, elle enlève la possibilité que ces associations prennent une place, mais que finalement, je ne suis pas sûre qu'elle change fondamentalement le modèle. Enfin, le modèle était déjà bien sclérosé à la base. Et, il y avait de plus en plus d'abstention, mais en fait, il faudrait regarder les syndicats, dans certains partis, etc. Enfin, je pense que c'est à rapprocher d'une baisse générale du nombre d'adhérents et de l'augmentation de l'abstention dans les élections professionnelles, dans les élections usagées, de manière générale. Donc tu vois, il faudrait, je pense aussi, ne pas isoler les associations locataires du système auquel elles appartiennent, qui est celui de la représentation de la démocratie sociale. C'est la démocratie sociale. Tu l'as dit un peu, et ça c'est documenté. Enfin, c'est vraiment la CNL, c'est Parti communiste, c'est la CGT, historiquement, après ça bouge, mais voilà. Donc il y a vraiment cette grosse filiation. Et du coup aussi, le fait que les gens ne se reconnaissent pas forcément aujourd'hui dans les syndicats, tout ça c'est lié. Donc cette scission, assaut de locataires, assaut d'habitants, versus la centrale syndicale, VS collectif de collègues qui sont pour dénoncer quelque chose. Enfin, je pense qu'il y a des outils à prendre aussi là-dedans. Et donc d'aller regarder aussi la littérature d'organisation syndicale. Et moi, ça me renvoyait complètement à ce que j'ai vécu quand j'étais sur le plateau de Creil, où tu avais la CNL qui organisait des manifestations contre le logement francilien, enfin devenu Mille et une vie habitat aujourd'hui, logement français à l'époque. Et systématiquement, très vite, les gens n'allaient plus aux manifestations parce que les militants de la CNL, tout était filmé, hein, sur les toits des bâtiments, ils filmaient tout. Pas la CNL, le bailleur social. Et de fait,
les responsables des assos locataires n'étaient jamais expulsés, alors qu'il y avait plein de locataires qui étaient expulsés. Donc de fait, il y avait une méfiance qui s'est installée entre les locataires et les représentants des locataires, parce qu'il n'y avait pas de protection. Quand, en plus, il y avait 400 flics de la police parisienne qui habitaient dans ces logements-là, et dès que tu commençais à coller des affiches, tu étais pris en chasse en pleine nuit, hein, par la police. Bon, voilà, c'était pas toujours agréable. Voilà, parce que c'est du... En plus, c'était pas en service, c'était du service supplémentaire, sans doute payé d'ailleurs. Mais, je ne sais pas, j'aurais pas demandé, mais pour casser la gueule, ils étaient bons. Et c'est pour dire quand même que cette méfiance entre les locataires ordinaires, entre guillemets, et la CNL, je ne parle même pas de la FOC, et la CNL, elle était déjà très présente. Et c'est pour ça aussi que des habitants s'organisaient pour créer leur propre association de locataires ou habitants, là je ne sais pas comment on les appelait, peu importe comment on les appelait, mais voilà, je trouve que il y a quand même une histoire quand même qui se suit et qui parle de la même chose. Voilà, je trouve que, et de fait la loi de 2017 leur a interdit. Voilà, de la même manière que dans les écoles, il n'y a pas de loi qui interdit, mais quand tu es délégué de classe, délégué de parents d'élèves dans une école, donc là c'est beaucoup, et ben tu as plein de directrices ou directeurs d'école qui te disent « mais vous n'êtes pas affilié à l'FCPE, vous n'êtes pas affilié à la PEP, vous n'êtes pas légitime ». Ça m'est arrivé, hein, je n'étais pas légitime du tout. Parce qu'il fallait qu'on soit affilié. De fait, ils nous l'imposaient, même si aucune loi ne le disait. Pour dire que c'est... Enfin voilà, je trouve que... Alors ensuite, le dernier point quand même qu'a posé Antonio, je suis vraiment pas d'accord avec lui. Non, on ne fait pas d'entrisme. Ça c'est les trotskistes qui font l'entrisme. Mais voilà. J'ai un côté un peu comme De la ça. série. T'as un côté comme ça. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, il n'y a qu'à voir tous les trotskistes qui sont rentrés au PS et aujourd'hui, c'est pas le top du top, hein, c'est vraiment qu'on puisse dire. Ils ont un peu oublié leur combat, entre guillemets, dit révolutionnaire, pour voilà, Jospin était trotskiste, oui, d'accord. Très beaucoup d'autres. Voilà, donc je pense qu'effectivement, s'organiser et constituer des forces un peu qui s'appuient vraiment sur les personnes, sur les habitants, c'est fondamental. C'est plus dur, c'est plus complexe, mais dans le long temps, c'est peut-être plus efficace. Ça, c'est un peu... Et c'est vrai que si demain on fait sauter la loi de 2017 et on peut tous se présenter, toutes les assos peuvent se présenter, on n'a pas fondamentalement changé le rapport de force entre les bailleurs et les locataires. D'ailleurs, on peut le voir, il y a un enjeu d'organisation, clair. Moi, qui étais directeur de l'Alliance de Verviers, oui, ça me saoulait de devoir négocier avec notre organisation, même aussi militante que le DAL, et je sais que tout le monde est dans la situation. Donc il y a des enjeux d'organisation, mais à l'arrivée, pour ce qui est de la défense des locataires, on avait notre élue, elle était au conseil d'administration, elle faisait le taf, et c'était important. Mais effectivement, heureusement que derrière, il y avait des actions directes, ambulantes qui étaient organisées par l'Alliance citoyenne, sinon, c'est pas l'élu seul qui change la donne. Donc se dire qu'il y avait un paradis doré en 2014 où on pesait, et puis ensuite, je suis assez d'accord avec ça, et que bon, ça a renforcé des dynamiques, ça n'a pas fondamentalement changé la donne. Pour dire que si on la remet demain, si on fait sauter demain la loi de 2017, la donne n'aura pas fondamentalement changé. Donc ce qui doit changer, c'est notamment tout ce qu'on dit d'autre. Donc c'est un symbole fort, et donc, tout le temps, je pense qu'il faut le garder et le défendre, mais il faut axer notamment sur tout ce qu'on... et peut-être affiner un peu plus, parce que j'entends aussi la remarque de Jonathan là-dessus, sur des trucs un peu inaudibles, un peu illisibles, un truc peut-être un peu trop télo, mais qui ne sont pas du tout déjà audibles entre nous. Et alors, j'imagine, allons convaincre les locataires de les défendre, parce que c'est ça l'enjeu, c'est derrière, il y ait des assauts de locataires, parce que si le rapport sort, derrière, il n'y a pas un mouvement de locataires pour défendre la proposition qu'on porte, mais
sera pas beaucoup plus avancé. Or là, je pense qu'en l'état, ça suffit pas. Donc je pense qu'il faut retravailler un certain nombre de choses, mais pas voilà, que la loi de 2017 ne cache pas le reste, parce qu'en fait c'est presque le reste qui est plus important sur lequel on doit se battre. Et après sur l'analyse, alors moi j'ai un point de vue, je peux être un point de vue universitaire, moi je vois des militants d'associations de locataires, avec l'Alliance citoyenne et avec d'autres, mais c'est que on a fait un choix dans le rapport qui est voilà, de mettre un peu en position les assos traditionnels et les autres. Je pense que c'est efficace, mais c'est nécessairement grossier. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est. Il y a eu, je pense, depuis les années 80, une volonté d'institutionnaliser, d'essayer d'institutionnaliser ceux qui se battaient dans le logement. Qu'on peut trouver des assos de locataires, y compris classiques traditionnels comme la CNL, des sections locales qui ont résisté à ça et qui continuent à faire des actions directes, comme dans le temps. Et d'autres qui en fait jouent le jeu aussi du bailleur et qui se font pas réprimer alors qu'elles ne sont pas spécialement des assos locataires affiliés. Et donc à mon avis c'est un peu comment on arrive à analyser finement ça, comment les bailleurs ont un intérêt, il y a un intérêt mutuel entre certaines associations de locataires qui représentent parfois une partie de la population d'ailleurs, qui était majoritaire dans le logement social, qui se sent aujourd'hui minoritaire. Et pour qui c'est l'un des derniers aspects de pouvoir auquel on peut s'approcher, et des bailleurs qui, confrontés à des assos qui cassent les pieds parce qu'ils envahissent des loges, des gardiens parce qu'elles font des actions directes, sont bien contents de pouvoir avoir quand même des assos à l'ancienne avec qui ils peuvent discuter, qui les rassurent et peuvent se dire mais c'est eux qui représentent les locataires, du coup je peux réprimer d'autant plus efficacement les autres. C'est un peu ça qui se joue. Donc on a un peu schématisé les anciens, les nouveaux. Peut-être qu'il y aura un intérêt à être plus fin pour mettre en avant ce qui se joue. Après, c'est vrai que ça marche bien, c'est efficace de dire la CNL parce que dans la grande majorité des cas, c'est la CNL et le reste CNL, CSF et compagnie, et les assos locataires, souvent qui organisent plutôt des racisés, là où on a plutôt des gens dans les assos traditionnels, des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Bon, c'est aussi ça qui se joue. On met un peu dans le rapport, peut-être pas assez. Effectivement, aller plus dans le détail du plus fin sur les mécanismes de répression, parce que c'est aussi ça derrière les propositions qu'on doit faire mettre en avant pour équilibrer ce rapport de force-là. Les bailleurs, il y a aussi des choses qui se jouent dans l'ordre du racisme, de l'ordre du mépris de classe, de l'ordre du mépris des populations qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Et c'est ça aussi, la répression, c'est ça aussi. Stratégie un peu fine, parce qu'en fait ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour porter ça. Pour une raison bien simple, c'est que en fait, là tu parlais de la distinction ancien et nouveau. C'est qu'en fait les anciens, ils n'ont pas uniquement comme caractéristique commune d'être anciens, c'est qu'ils ont des intérêts matériels communs. Notamment cet article 94, me semble-t-il, que tu listais, à savoir que concrètement c'est les gagnants de la réforme, c'est les gagnants du jeu représentatif actuel, qui est qu'au fond ils gagnent de l'argent, et pas rien, hein, c'est 2 € par voix en fait. Et donc eux ils ont un intérêt à ce que les règles ne changent pas. Alors, on peut peut-être éventuellement essayer de fissurer ce bloc qui a des intérêts communs, mais c'est pas gagné. Et donc du coup la question c'est avec qui on va essayer de produire du changement sur ces questions-là. Donc il y a les premiers concernés, les assos locataires autonomes, les perdants. Il y a probablement des élus locaux intelligents qui peuvent être intéressés par ces trucs-là et qu'il va falloir encore convaincre, parce qu'il y a aussi des alliances en fait historiques, plus ou moins clientélaires, entre les élus et les assos historiques de locataires. Bon. Et moi je me demande en fait, et c'est là où je voulais revenir sur la question en fait de la cartographie fine du pouvoir. Peut-être que c'est chez les bailleurs en fait qui auraient des alliances à les construire, parce qu'en fait un discours que tu entends parfois, mais alors après c'est chez moi je trouve que c'est un monde que je connais pas très bien, c'est qu'au fond, alors est-ce que c'est un discours pour faire plaisir aux universitaires critiques, ou est-ce que c'est un discours qui est uniquement tenu par les bailleurs un peu, est-ce que c'est un discours vraiment minoritaire parmi les bailleurs, mais c'est souvent de dire au fond au fond ça nous emmerde d'avoir des assos locataires aussi faibles, on va dire comme ça. Alors est-ce que c'est un discours de complaisance ou est-ce que c'est sincère? C'est un discours que j'entends par exemple, et moi j'avais été frappé en fait avec la commission Meshmach où on avait auditionné des gens de l'USH par exemple qui avaient tenu ce discours-là en fait, qui était de dire on aurait besoin pour que ça fonctionne mieux en fait dans nos logements d'avoir des assos locataires
plus représentative, pour le dire comme ça, parce que avoir des corps intermédiaires qui fonctionnent, de certaine façon, ça évite le bordel ambiant, les incivilités, et ce d'autant plus, et moi je pense qu'il y a une forme peut-être de fenêtre d'opportunité post-émeute en fait, qui est de dire au fond, des corps intermédiaires qui fonctionnent bien, c'est un vecteur de pacification sociale, et quand ils sont plus là, c'est le bordel. Incivilité, violence, émeute, etc. Bon, j'en sais rien, mais moi j'ai tendance à penser quand même qu'il y aurait probablement des alliances à construire auprès de bailleurs intelligents, ou peut-être de représentants des bailleurs, c'est plutôt ces acteurs-là, pour essayer de construire une coalition de causes, pour le dire comme ça, autour de l'enjeu de la démocratie HLM, qui sinon, soit n'intéresse personne, soit naît dans l'intérêt de personne, en fait. On en est quand même là. Et bon, c'est vrai qu'effectivement, moi je suis assez d'accord avec ta remarque, Jeanne, mais c'est toute la difficulté qu'on a sur comment pénétrer dans la rationalité répressive. C'est vrai que c'est ce qu'on a du mal à faire depuis le départ avec notre travail avec l'Observatoire, c'est d'aller chercher ces gens-là qui nous racontent au fond et rentrer dans la mécanique institutionnelle. On pourrait peut-être le faire un peu, après, que ce soit pour ce rapport ou pour d'autres choses, mais c'est vrai que c'est aussi important, je crois, dans la stratégie derrière qu'on peut effectivement mettre en place. Et puis dernier truc, c'est construire une coalition pour faire quoi? Effectivement, tout l'enjeu à ce stade maintenant, et c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est pour ça que les propositions ne sont pas encore hyper détaillées, mais si vous avez des idées, vous, en fait, de ce qu'il faudrait faire, voilà, nous on a un peu ce truc de, il faut à la fois jouer la carte démocratie représentative, mais aussi des formes d'interpellation, mais on n'est quand même pas très loin, en fait. Objectivement. Il y a les expériences de Saint-Denis, de Grenoble aussi, qu'avait organisé appui aussi à la Villeneuve, et qui étaient des référendums consultatifs en fait, qui n'avaient aucune valeur. Nous on s'appuie pas mal sur l'expérience municipale de droit d'interprétation de la ville de Grenoble, qui à notre sens peut servir de levier, mais on n'est quand même pas très loin sur les propositions, et on en est précisément au moment où on va avoir besoin en fait de mouliner là-dessus. Donc si jamais vous avez des idées géniales. J'ai pas d'idée géniale. Parce que comprendre son office dans sa ville, c'est une chose, mais comprendre l'office qui est installé sur 12 villes avec des histoires différentes, je ne sais même pas si le président comprend ce qu'il fait. Ça me permet. Je sais plus. Oui. Voilà, en tout cas, voilà, donc il y a quand même cette difficulté. Une autre chose sur les référendums, je connais les Arcueil aussi. Arcueil, une particularité, il y a eu 2 référendums pour le logement social. Donc de cette épopée, et les 2 c'était pour savoir si on démolissait un bâtiment. 11 étages en fait, un peu classique. Les 2 fois les locataires ont voté oui. Et le maire avait dit... Pour la démolition. Pour la démolition. Mais le préalable c'était, avant de démolir, on reloge sur la ville tous les habitants qui veulent rester sur la ville. Voilà, ce qui n'est pas complètement anodin. Et on reconstruit 100% de logements sociaux sur le site. À tel point que le maire d'Arcueil, qui est beaucoup invité à l'époque par la rue, maintenant il n'invite plus. Parce qu'ils ne veulent pas, comme maire vient d'expliquer, on peut reloger 100% sur la ville et on peut faire le même nombre de logements sociaux. Voilà, il en a trop fait. Bon, ça date, c'était au début de la rue, mais voilà. Il y a des endroits où ça a pu fonctionner. Je ne dis pas que c'est général très bien. C'est pas ce que je dis. Mais voilà. Mais au moins, il y a eu une vraie consultation des habitants et un vrai travail, notamment au Chaperon Vert, qui est le plus gros des 2. Où les habitants ont été contactés un par un pour voir comment on peut vous loger, qu'est-ce que vous voulez, vous allez où. Et je ne dis pas que tout le monde dit exactement ce qu'il voulait, mais il y a eu quand même un gros travail de fait. Moi, c'était l'époque où la zone était les moyens. Je ne dis pas qu'ils en étaient suffisamment, mais ils en étaient tous pour sur démocratiser la rénovation urbaine et le logement. C'est vrai que la plupart des propositions portaient sur la rénovation urbaine. Et en fait, à cause du rapport sur les libertés, enfin sur le logement, là, on va un peu développer la partie aussi sur le logement, notamment avec... Mais il y a très peu de propositions. Il y a très peu de propositions dans le projet de loi. C'est effectivement, il y a le référendum d'initiative citoyenne, il y a aussi le fonds d'interpellation citoyenne, c'est-à-dire donner les moyens à des habitants qui veulent faire un projet alternatif de pouvoir le faire et d'avoir les mêmes moyens que les élus, parce que les élus eux aussi payent des gens, ils ont du fric pour payer des gens pour faire des études et des projets de rénovation urbaine ou de requalification ou autre. Donc on dit que les habitants doivent aussi accéder aux mêmes moyens financiers. Voilà. Il y a aussi quand même une revendication qu'on avait portée avec le DAL, il y a quelques temps sur
il n'y a jamais de concertation sans communication des documents en amont et des documents lisibles, compréhensibles. Je rappelle que nous a eu quelques expériences là-dessus, on en a déjà discuté dans les conseils citoyens où tout le monde a les documents, mais on dit juste aux 2 représentants d'habitants, s'il vous plaît, allumez vos écrans. Et pourquoi? Parce que vous allez voir les documents. Et les autres, ils n'allument pas leur écran. Ah ben là, ils ont déjà reçu. C'est un bel exemple d'égalité démocratique. Et puis il y a deux, trois propositions de cet endroit. Mais effectivement, ça reste. Et on demande aussi que, ça c'était un appui qui tenait beaucoup, que la Commission nationale du débat public puisse être saisie sur le projet de rénovation et de logement. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque son champ d'intervention ne concerne que les grands projets d'aménagement mais pas du tout sur la question d'habitat, de logement, d'urbanisme. Voilà. Mais il y a très peu de propositions. Il y en a 4. Après, Après, cette loi est reprise par 2 députés, un député vert et un député LFI, qui parle, et Charles Fournier pour les Verts. Les 2 sont persuadés que cette loi va être entendue par le gouvernement actuel. Il n'y a aucun souci. Ah oui.